Yorana et Maïva, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, le fond change, la maison se meuble, c'est encore un peu le déménagement. Donc bienvenue dans ma chaîne, on vient comme on est ici, on est comme on est ici. Je suis Céline Rubazin, je suis médium, chamane, connectée, transmetteuse, passeuse, métisse. Quelqu'un qui relie les énergies, qui lit les énergies, qui parle à l'invisible. Je crois que c'est la meilleure manière finalement. C'est un petit peu à la dernière minute aujourd'hui, c'est comme ça, il y a eu des anecdotes aujourd'hui. Et ça fait 2-3 jours que j'accepte de parler du sujet dont on va parler, que vous avez découvert, je pense, dans le titre. On va parler des présidentielles de 2027. Allez, on y va. Donc si ça vous parle comme contenu, si vous aimez ma chaîne, s'il vous plaît, pensez à vous abonner, liker, laisser des messages. Vous êtes de plus en plus à me laisser des messages, donc c'est super chouette. Et je vais faire cet enregistrement parce que ça vous a plu, façon coupée, pour rythmer et pour parler du sujet, notamment de ce que j'avais annoncé et vu. C'est le job de l'astrologue, après tout, c'est toujours un peu dur de le dire, qu'il y aurait des annonces aux élections, de candidats aux élections présidentielles françaises, et on en a eu deux importantes, surtout quand on regarde et décrypte leur thème astral et les étoiles qui vont se présenter pour les élections françaises. Donc on rentre dedans. Allez, je fais le résumé pour vous donner envie d'écouter. On va déjà replacer dans le contexte des 12 mois, parce qu'en fait, on est à 12 mois moins un mois. Donc en fait, on est rentré vraiment dans le timing céleste des étoiles depuis avril 2026. Et on se rappelle que 27 avril 2026, Gémeaux et Uranus se mariaient pour 7 ans. Donc c'est important de dire que, en fait, ce qui est un premier message, c'est qu'il y a un inconscient collectif qui est sous influence à partir du moment où on rentre moins 12 mois, donc moins 12 signes, moins 12 lunes avant le D-Day, le jour de vote. Donc ça y est, on est sous influence politique, premier message. Deuxième message, il y a un très gros miroir avec 2 temps d'élections que sont les élections 2000-2002, vous allez comprendre de quoi je parle tout à l'heure, et les élections 2007-2008, pareil, petit teaser. Donc on va parler de Bush, de Trump, de Mélenchon et de Jean-Marie Le Pen. Waouh, ça fait gros le projet. On va parler surtout de personnages qui m'est apparu vraiment, c'était improbable, puisqu'on m'a dit aujourd'hui, un lapin de métal va annoncer sa candidature présidentielle. Lapin de métal, j'ai regardé. En plus, j'étais accompagnée de quelqu'un qui est né en année lapin du métal. Donc, c'était facile à trouver, 1951-1952. Qui c'était Jean-Luc Mélenchon. Et dans la minute après, en fait, c'était la veille. Et le lendemain, il annonce sa candidature. Avant ça, j'avais vu que donc, Gabriel Attal avait lui aussi présenté sa candidature. Donc, on va aussi parler de lui. Et on va surtout essayer de comprendre, parce que c'est très fort ce qui se passe en ce moment au niveau, et c'est pour ça que j'ai accepté d'en parler, de parler publiquement de politique, c'est qu'il se passe quelque chose de très fort en ce moment sur la nouvelle lune et l'inconscient collectif. Ça me permettra de refaire la boucle sur faire comprendre comment le politique, la scène publique, les médias, consciemment ou inconsciemment, ça on va le laisser libre, rentrent dans notre psyché, puisqu'il y a un programme politique, mais il y a aussi un programme énergétique que l'on peut voir en avance. Si on est astrologue, c'est qu'on peut le voir en avance, donc on peut l'utiliser. Allez, j'espère que ça vous donne envie. On y va. Premier message fort pour parler des élections présidentielles de 2027. Donc on est à 11 mois, je dirais 10 mois des élections présidentielles. Elles vont avoir lieu déjà à un temps qui est symbolique et qui est très important, puisqu'elles ont lieu entre avril et mai de l'année 2027. Et donc, son premier tour a lieu dans la première quinzaine du mois d'avril, donc jusqu'au 18 avril, c'est un dimanche, en saison du bélier. Et le deuxième tour, évidemment, lui, a lieu après, donc au mois de mai. Je ne sais pas exactement les dates, je ne les ai pas notées, ça veut dire que ce n'est pas important, en saison du taureau.
Pourquoi c'est important de comprendre? En fait, l'alliance bélier-taureau, c'est d'ailleurs un couple souvent qui fonctionne très bien, surtout si l'homme est bélier et la femme est taureau, parce qu'en fait, ça veut dire je suis dans la création du masculin avec un féminin qui me permet de parler à la polarité de chacun d'entre nous, donc de faire agir notre masculin et notre féminin en un temps record. On y va. Rapidement, sans refaire ce que c'est le bélier, je fais une formation et j'anime une formation régulièrement. Il y a une formation disponible sur mon site et j'anime des formations régulièrement en astrologie. Donc si ça vous intéresse, allez sur mon site, Cercle de présence. Ça y est, on est en train de remplir le site, donc c'est disponible. Le bélier, c'est le premier homme de feu, c'est Prométhée. C'est celui qui promet ce qui va être, ce qui est important. Et c'est important, j'adore quand je répète, de le dire maintenant, parce que Prométhée, c'est celui qui promet l'été. Voilà, l'été, j'arrête pas de parler l'été. Et en fait, ça m'a fait poum, 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 quand j'ai vu que c'était... on avait des premiers messages, j'ai eu des premiers messages sur l'élection présidentielle sans m'en apercevoir entre avril et mai, avec l'éclipse qui arrive et celle de 2027. Donc un changement de leader qui est important pour nous en France, parce qu'en fait, on est en train de nous promettre l'été, le feu du renouveau à travers ce personnage du bélier. Alors qu'on commence pas à dire que je prédis l'élection d'un bélier. Pas du tout. Surtout que les deux candidats qui sont pris la parole pour, entre guillemets, rentrer dans l'inconscient collectif, Mélenchon et Lion, donc on est sur quand même un signe de feu, et Gabriel Attal et Poisson, donc on est sur un signe d'eau. Ça n'a rien à voir. Quand je parle du bélier qui permet de poser un feu et qui permet de promettre, c'est que c'est vraiment une saison où on plante le feu et on le concrétise souvent pendant la saison du taureau ou du gémeaux. Là, en l'occurrence, si ces personnes ont une connaissance, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, des astres et des étoiles, il était important d'annoncer son élection présidentielle avec la nouvelle lune du mois de mai et avant la nouvelle lune du mois de Gémeaux. C'était quelque chose que j'avais posé. Et donc, c'est important de voir que ces deux personnages se présentent. Et en fait, ils ont suivi, consciemment ou inconsciemment, c'est pareil, ça ne m'appartient pas, cette énergie, cette direction. J'avais parlé de la direction du Sagittaire dans mon podcast à la fois sur la nouvelle lune en Gémeaux et je pense aussi sur la pleine lune, j'ai un doute, qui était, je pense, déjà en Gémeaux, je sais plus, mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est pas important, en tout cas la pleine lune juste avant, ça me fait bugger, donc c'est que c'est important, mais c'est pas grave, je lâche puisque j'y vais un peu en freestyle aujourd'hui. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est de dire le bélier va être le feu de l'initiation, le taureau va incarner cette initiation et le gémeaux communique cette initiation. Et donc là, avec ce qui se passe, on a cette énergie qui est en train de se poser. L'autre chose qui est très importante à comprendre sur cette saison bélier-taureau et pourquoi ça a un impact sur notre inconscient collectif, c'est que c'est le nouvel an chez les Perses, c'est plus chez nous, hein, donc chez les Sumériens, c'est l'équinoxe. Donc c'est vraiment important pour moi de faire par exemple tout le temps des formations au moment de l'équinoxe, donc notamment en Polynésie, parce qu'en fait c'est le moment de la nouvelle année et c'est le moment des nouvelles énergies. Et c'est fou parce que les élections présidentielles, j'en suis pas aperçue, mais ont lieu pendant la saison du bélier et du taureau de chaque année, donc en fait à chaque début d'énergie. Et si on est intelligent et si on connaît les astres, et je pense que les hommes politiques connaissent les astres beaucoup plus qu'ils nous le disent, on sait qu'un an avant, il est important de s'initier ou en tout cas de se caler au calendrier sacré. Et surtout, là, ce qui est fort, c'est de se dire que ça se passe entre les deux éclipses, donc 2026 et 2027, et c'est comme si on nous parle d'un chamboulement politique. Alors pareil, on verra si c'est en France que ça a lieu. Je me mets le focus sur la France parce que je suis française et que ça me concerne et que j'ai envie d'en parler, et puis que je suis appelée à en parler. Je ne suis pas certaine que tout ce que je vais dire va s'appliquer qu'à la France. Je pense qu'on verra d'autres choses débarquer dans les énergies. Allez, on va passer à la deuxième grande idée de l'inconscient collectif qui est en train de circuler en ce moment et comment il répète des scénarios que nous avons déjà vécus entre 2000, 2002 et 2007, 2008. On y va. Bonjour et retour dans le futur. Parlons peu, parlons bien, parlons à nos mémoires. Alors nous sommes quand même toujours sur une histoire courte parce que je ne parle
que de la Ve République. Mais en fait, si j'étais vraiment dans mon boulot d'astrologue à fond, préparée et hyper précise, il y aurait aussi des répétitions, sachez-le, avec la Troisième République. Je n'ai pas été les chercher parce que je n'avais pas le temps et j'avais pas envie. Mais il y a quelque chose qui se répète. Et pour moi, c'est cohérent parce qu'en fait, la Troisième République, en tout cas quand je l'ai reçue en cours d'histoire, alors j'ai fait une prépa en histoire et j'ai fait un TUG d'histoire après ma première année de prépa parce que j'aime pas la prépa. C'était la déliquescence politique qui a été vraiment mise à mal et coupée, entre guillemets, l'hémorragie a été coupée par la Première Guerre mondiale. Donc c'est comme ça que la Première République, enfin la Troisième République est morte, mais elle était déjà en très mauvais état. Donc c'est aussi un indicateur sur ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on est sur la Ve République et ce qui se passe en 2000, donc 2000-2002 et 2007-2008? Moi, c'était très clair les messages que j'ai reçus des guides. Je voudrais parler premièrement de quelque chose qui résonne et que j'ai vu et que je veux vraiment vous partager, qui est ce qui s'est passé déjà aux États-Unis. Je parlais beaucoup des États-Unis pour éclairer l'élection française entre 2000, 2001 et 2002. L'année 2000, c'est l'année de la fin de l'année. C'est 1999, année 2000, on est face à une fin d'année. Qu'est-ce qui se passe en l'an 2000 aux États-Unis? Eh bien, on a les élections avec deux bonhommes. Pour ceux qui l'ont vécu, ils s'en souviennent, ou ceux qui ont suivi, ils s'en souviennent. Personnellement, c'était important parce que je voulais aller vivre aux États-Unis pour faire mes études. Et donc, on a George W. Bush Jr., le Texan bouseux que personne ne connaît, ou dont on connaît le père et dont on sait qu'il est un raté. Et en face, l'homme brillant qui a fait un documentaire sur la protection et le changement climatique avant tout le monde, The Unbearable Truth, sur la vérité qui dérange, Al Gore. On reprend un peu le contexte. On a le fils raté de George Bush, qui a été président des États-Unis, très connu, très élégant, très respecté. George W. Bush, il est gouverneur du Texas, c'est le bouseux de base, il parle mal, il dit, de toute façon, par exemple, les Français ne savent rien faire, ils savent même pas ce que c'est être entrepreneur, et tout le monde se marre dans la salle, parce qu'en fait, le mot français, c'est entrepreneur, donc ça vient du français. Et en face, on a Al Gore, qui s'est baladé dans les États, qui a été rencontrer le GIEC, donc on parle de ça en l'an 2000, sachant que le GIEC, ça fait depuis 1980-1987 qu'il n'arrête pas de dire mais nous émettons trop de carbone et notre Terre est en train de saturer. Donc on a un homme intelligent qui a fait du terrain et qui est vraiment le pur démocrate. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le soir des élections, il y a un time-out, il y a tie, c'est-à-dire qu'il y a trop peu d'écart entre les deux candidats pour pouvoir annoncer le président des États-Unis. C'était vraiment un moment très particulier, cette soirée, où déjà Al Gore avait le vote du public, c'est-à-dire qu'il avait au moins, je ne sais plus combien de milliers de voix, voire peut-être millions de voix devant lui, mais il y avait tie, donc c'est-à-dire égalité quasiment, sur notamment les grands électeurs. Donc aux États-Unis, c'est un système fédéral, on a des sièges par État qui ont été attribués du fait de la Constitution et du fait de la population qui est représentée dans ces États. Donc on a un nombre d'électeurs en fonction de la population et de l'histoire de l'État. Et là, on a un tie, c'est-à-dire qu'on a quasiment l'incapacité. Il faut qu'on recompte en fait les votes. Je suis désolée, je pense en anglais en même temps, parce qu'en fait, il y a trop d'États où il y a un écart trop faible. Et ça va prendre un temps fou. Et personnellement, j'étais avec mes amis, parce qu'on était plusieurs à se préparer à aller aux États-Unis cette année-là, et je dis, de toute façon, c'est Bush qui va gagner. Et là, tout le monde m'a regardé avec horreur en disant, mais pourquoi tu dis ça? J'ai dit, je sais pas, mais ce sera à cause de la Floride. À l'époque, je suis pas connectée. Et à l'époque, personne ne regarde encore ce qui se passe en Floride. On sait, par contre, que le frère de Bush est en Floride. On sait et on regarde beaucoup ce qui se passe sur l'Ohio, la Californie, qui sont les swing states, c'est-à-dire les États où il y a une diversité de la population américaine et qui sont, c'est difficile de prédire qui va gagner parce qu'il y a toutes les partis représentés, enfin les deux surtout, parce que c'est vraiment deux partis. Enfin, il y a un troisième parti et des petits partis, mais voilà, on va pas rentrer dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Après 2-3 semaines, ça termine par la Floride. Et là, bien sûr, ça va devant la cour. Et tout le monde se dit, mais ça va être jugé de manière légale, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Le frère de Bush nomme les juges. Et on sait très bien que les juges sont 9. Et c'est 5 contre 4. Et la face du monde change ce jour-là. George W. Bush est élu
après 3 semaines d'un débat juridique et politique improbable. Ce qui est important à comprendre, et pourquoi je vous parle de cette césure 2000-2002, c'est qu'en 2001, on a les attentats. 11 septembre 2001, l'effondrement des Twin Towers qui sont attaqués par 2 avions, revendiqués par le djihad, les islamistes, les frères musulmans, Ben Laden, la clique des extrémistes d'islam, donc une grosse claque pour les musulmans du monde et pour notre société. Tout le monde part sans se poser de questions faire la guerre en Afghanistan. Et après, on se pose des questions quand on nous déclare qu'il y a des missiles cachés en Irak. Et la France, donc Dominique de Villepin, s'oppose à l'opération. C'est un discours que j'ai étudié, moi, dans mon master. Un grand moment de flamboyance. Et dit ceci est une manipulation de la société et de l'opinion publique. N'empêche que, voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous fait une bouche? Alors, c'est au moment de l'Afghanistan. Il nous annonce l'axe du mal et l'axe du bien. C'est quand même fort de café quand on repense à la manière de lire ce qui se passe aujourd'hui dans la politique. Parler d'un axe du mal et un axe du bien en 2000, 2001, 2002, c'est de ancrer le nouveau millénaire, donc le nouveau millénaire 2000 ans, sous une bipolarité, une polarité très forte. Il y a de la musique qui débarque, super, je kiffe mes voisins. C'est une manière de revoir la géopolitique du monde. D'ailleurs, à ce moment-là, on découvre que, entre guillemets, les médias arabes, je n'aime pas ce mot parce qu'il est classifié, il est sujet à l'amalgame et il est mal compris, c'est normalement une division géographique, que les médias arabes sont capables d'avoir l'information avant les médias occidentaux. C'est pareil, je n'aime pas cette manière de l'expliquer. Parce que Al Jazeera est celui qui va annoncer que Ben Laden revendique l'attentat. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est une grosse césure dans la géopolitique et surtout dans la manière de présenter les débats dans notre monde. Maintenant, revenons en France. Qu'est-ce qui se passe en 2002? Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1995, qui on a comme président, c'est un monsieur qui s'appelle Jacques Chirac, il mange des pommes, c'est super menteur dans Les Guignols. Et en 2002, il est en cohabitation avec un monsieur qui s'appelle Lionel Jospin, qui est du Parti socialiste et qui est très apprécié. D'ailleurs, les années de cohabitation entre la droite et la gauche sont considérées comme des années de succès, de réussite dans la gouvernance de la France, parce qu'après ça, c'est un joyeux bazar. Qu'est-ce qui se passe en 2002? Lionel Jospin, qui s'est présenté aux élections, est battu. Et oui, il passe en 3e position. Qui est en première, en 2e position? Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen. Là aussi, changement de la politique et du paysage politique français. Maintenant, on va commencer à s'intéresser un petit peu à nos personnages actuels. On va commencer par M. Mélenchon, parce qu'en fait, où il est Jean-Paul Mélenchon à ce moment-là? Eh bien, il est au ministère des Enseignements et de l'Éducation. Ça se voit dans son thème astral. Il a un Pluton en... Attendez, j'ai pris la note parce que j'étais sûre que j'avais oublié. Oui, c'est ça. Il a un Pluton... je ne l'ai pas noté. Bon, c'est pas grave. J'adore. En tout cas, son positionnement Pluton permet de voir qu'il est dans l'éducation, qu'il a une capacité oratoire, voilà, qu'il est à l'aise dans la capacité à manier les mots, manier les idées. Et donc, c'était parlant, parce que c'est pareil, quand on m'a dit lapin de métal qui se présente aux élections, j'ai dit, ok, pourquoi on me parle de ce gars? De qui on me parle? Et on me parle donc de Jean-Luc Mélenchon, qui, oh là, ça y est, ça dérape, ça part en vrille, mon histoire. Dès que je parle de politique contemporaine, il y a un truc qui bug dans mon cerveau. Allez, on fait une pause. Donc, quand Jean-Luc Mélenchon descend et s'annonce, on me dit tout de suite, écoute, regarde ce qui lui est arrivé en 2002. 2002, il vit lui aussi l'échec de Jospin et on annonce déjà une forme de fin de la gauche. Bon, il va mettre quand même 10 ans avant de se représenter aux élections en 2012. Et personnellement, quand je vois 2002, moi je vois une séparation. En fait, il se sépare d'une compagne qu'il a eue entre 1990 et 2002. Et c'est fou parce qu'en fait, pour moi, on est toujours sur ce message de il y a quelque chose qui fait scission dans la manière d'envisager le politique à cette période-là. Et
Je vais le mettre en parallèle avec le discours de l'apocalypse qui s'est accéléré depuis les années 95 et qui n'arrête pas de s'accélérer et dont ont forcément connaissance les hommes politiques. Et en fait, pour moi, la scission qui a lieu entre 2000 et 2002, c'est que les hommes politiques commencent à véritablement parler ou consulter ouvertement des astrologues. C'est connu maintenant que les hommes politiques ont des astrologues. On a su que Mitterrand avait un astrologue, c'était Madame Soleil, au Soleil, je crois, ou Soleil, je ne sais plus, bon, bref. Raspoutine, pour moi, est un des hommes les plus connus en termes de rapport à l'astrologie et de conseiller du tsar. Bon, ça s'est pas forcément bien terminé pour le tsar, soyons clairs. Nostradamus est quand même un astrologue et qui était écouté par les rois. Pour moi, un astrologue qui ne s'avoue pas et que l'on ne connaît pas, mais qui fait partie un petit peu de cet héritage des astres, de la tarologie dans le conseil politique, c'est tout simplement Nicolas Machiavel, qui a écrit un des plus grands ouvrages sur la politique et le rapport au public. Je suis aujourd'hui convaincue que les hommes politiques sont en rapport et connaissent l'astrologie. Maintenant, revenons en 2002, ce qui se passe en France. C'est la première fois où l'opinion publique française, les électeurs français, sont face à un choix entre la droite et l'extrême droite, juste après, 40 ans, 50 ans après, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une source d'effroi, de peur, d'inquiétude, parce que bien sûr, à quoi associe-t-on l'extrême droite dans notre psyché, dans notre inconscient et dans notre connaissance historique? Aux partis d'extrême droite qui ont envahi l'Europe en 40 ans, 50 ans, et qui s'appellent notamment, pour les personnages les plus connus en Europe, Adolf Hitler et Benito Mussolini. Donc c'est sûr qu'on revit un karma, on revit une répétition de l'histoire quand on se trouve face à ces deux personnages. Enfin, j'ai envie de dire ces deux personnages, à ce choix qui est un peu comme on dit la peste et le choléra. Alors j'ai récemment appris pour l'anecdote que si vous avez à choisir entre la peste et le choléra, vaut mieux prendre le choléra, vous avez 2 à 5% de chances de mourir, alors que la peste, vous êtes entre 15 à 90% de chances de mourir. Donc en fonction de la peste que vous avez, choisissons le choléra. Je dirais qu'à cette époque-là, chacun son parti politique, mais je suppose qu'il y avait en tout cas, il y a eu au deuxième tour un choix très fort, très marqué. Je ne sais pas si c'était la peste ou le choléra, parce que Jacques Chirac avait quand même un côté marrant et sympathique. Je ne dis rien sur les présidents qui le succèdent, mais voilà, par rapport à ce qui s'est passé après lui, je dirais que c'est un peu dur quand même de notre ami Monsieur Pomme, notre ami super menteur, une maladie choléra. Mais bon, si on est de gauche, on va se dire que c'est le choléra. Dans tous les cas, voire c'est la peste. Les deux sont pas bons. Allez, je m'arrête là. Maintenant, on va parler de la césure 2007-2008. Allez, pour parler de la césure 2007-2008 et de ce qu'elle peut nous enseigner, donc 2002, il y a une bipolarisation des débats, alors qu'en fait, il y a une dissolution et un éclatement total des partis politiques, surtout en France. Enfin, c'est le début, ça commence. 2007-2008, quand les guides me disent « regarde beaucoup ce qui se passe en 2007-2008 », je fais d'ailleurs une confusion, parce qu'en fait, je vois tout de suite Donald Trump qui fait du catch, et je pense que c'est en 2016, à ce moment-là, où je fais l'audio, j'en ai parlé, dans la manière de raconter la nouvelle lune en 3 personnages. Et en fait, je me trompe. Donald Trump, il fait son match de catch le 1er avril 2007. Et c'est quand même super fort, parce que c'est avant les subprimes. Bush est président des États-Unis. Et après ça, on va avoir le flamboyant Barack Obama. Mais il va se passer un petit peu la même chose aussi en France, puisque à partir de 2002, donc la défaite, qui on a en 2007 et qui on a en 2012, on est tranquille, entre guillemets, en termes d'opposition peste et choléra. On va avoir l'opposition royale Sarkozy, puis après Sarkozy, c'est pas Le Pen, c'est je sais plus qui. Ah bah si, c'est Hollande, puisque c'est Hollande qui gagne. Et ensuite vient Macron, et on est à nouveau peste ou choléra. En tout cas, on se retrouve sur
une question de vote à droite. Voilà. Je me souviens très bien quand Donald Trump a fait ce match de catch. Comme je vous l'ai dit, j'ai étudié aux États-Unis. Je m'intéresse beaucoup, moi, à la politique. Donc c'est peut-être pour ça que j'en suis là aujourd'hui. J'étais très vite attirée par les codes de manipulation entre les films et la propagande politique. J'ai été très influencée par les industries culturelles, un livre qui m'a beaucoup marqué, alors que je n'ai pas complètement lu parce que pour moi il est lisible, mais ça s'appelle Le viol des foules par Tiakoting. J'avais vraiment cette forte intuition, et c'est le bain dans lequel j'ai été, entre guillemets, élevée par l'éducation de mon master, de ma maîtrise et de mon master recherche. C'était que, en fait, les produits culturels, donc les films, les séries, les jeux vidéo, influencent nos choix politiques dans la manière d'utiliser les symboles. Pourquoi, quand je vois que Trump, donc le 1er avril 2007, fait un match de catch, je sais qu'il va être président des États-Unis. Parce que j'ai étudié Roland Barthes, de mythologie. Donc Roland Barthes, c'est un sémiologue français. C'est un homme, un philosophe aussi. Il a écrit de magnifiques textes sur l'amour, sur les mots. Et il a écrit un très beau livre, un magnifique livre, qui est disponible gratuitement d'ailleurs sur Internet, vous le trouvez. Il s'appelle Mythologie. Mythologie, vous avez des extraits en fait de vie commun, au sens commun, qui en fait vont nous expliquer des choses sur l'inconscient collectif. J'en ai parlé dans la vidéo sur la nouvelle lune. Et en fait, notre ami Roland Barthes, qu'est-ce qu'il fait quand il parle du match de catch? Il parle de la mise en scène, de l'illusion dans le cadre d'un catch. Mais en fait, c'est aussi la mise en scène, l'illusion dans la politique. 2007, Donald Trump, qui est un personnage connu, qui est un businessman, un entrepreneur, qui a des millions, voire des milliards, qui a une tour sur la 5e avenue à New York, qui est quand même un personnage que l'on connaît, mais que l'on va découvrir à nouveau, puisqu'il va boxer, catcher, se battre. Et en fait, pour moi, on ne sait pas qui va être président, mais on le sait. Qui a déjà été, entre guillemets, acteur président des États-Unis? Il y en a un qui s'appelle Ronald Reagan, qui est très riche chez les républicains et qui était président des États-Unis. W. Bush, le père. Quand il fait ça, il montre qu'il est fort, il montre qu'il est warrior. 9 ans après, il devient président des États-Unis. Il succède à Barack Obama, qui est un archétype complètement différent. On verra si un jour j'ai l'occasion d'en parler, j'en suis certaine. Et il reprend, entre guillemets, surtout, il rentre dans une nouvelle ère de Pluton et il redéfinit lui aussi les cartes de la politique. C'est important de dire où est Pluton pendant ces moments-là. Ces moments où Bush est au pouvoir, où Trump fait ça, et pas où est Obama au pouvoir, parce que c'est pas forcément le sujet. En tout cas, Bush en 2007, Trump en 2007, c'est une année 9, il est élu en 2016 en année 9. Quand il fait son catch, c'est Pluton en Sagittaire. Il est visionnaire. Il devient première fois président des États-Unis en 2016. Pluton est en Capricorne. Un entrepreneur permet de faire traverser les ombres, en tout cas les ombres du personnage public. Saturne est en Vierge, un axe très fort pour permettre une forme de sacrifice, mais aussi une forme de purification de ce qui se passe dans la société collective. Et il redevient là président en 2022 avec l'annonce donc de Pluton en Verseau. Ce qui est quand même dingue. Ça veut dire que le mec, il a traversé 3 générations. Qui a traversé 3 générations pour devenir président des États-Unis avant lui? Mais en fait, je ne vais pas répondre à la question. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt en France. Et qui a traversé depuis ces années, ces 3 décennies, de manière marquante, la vie politique en France? C'est Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, il y a un miroir avec François Mitterrand, quand je vous le dis. Mais il y a aussi un miroir avec Jean-Marie Le Pen, qui lui aussi a traversé des années. Alors, on ne sait pas si Marine Le Pen va être possible ou non éligible, mais c'est sûr que si elle devient éligible et candidate, elle va aussi détenir cette clé qui est importante pour le futur candidat aux élections présidentielles
française. Enfin, futur, en fait, a priori, Mélenchon devrait l'être. Mais est-ce qu'il sera élu? Il est candidat, en tout cas. On va revenir maintenant au présent, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour moi, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé. Je vous annonce donc pour la nouvelle lune du mois de mai, donc oui, vers le 15-16 mai, que donc en taureau, logique, ça y est, c'est descendu, c'est bon, incarnation. Je vous dis, écoutez, ça va être important de regarder pendant la nouvelle lune, la pleine lune, qui va être candidat au présidentiel avant la nouvelle lune en Gémeaux. On en a deux. Gabriel Attal, que très sincèrement, je ne connecte pas trop parce qu'il est jeune. J'ai découvert qu'il a été né en 1989. Il est plus jeune que moi. Par contre, il nous donne un signe très important. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en 1989, by the way? J'ai l'impression que c'est pas genre à un moment où on termine le monde, où il y a une fin du monde symbolique. C'est pas cette année-là, si, vous savez, le truc, le mur qui se casse, qui descend, hein? Ben, on va revenir d'ailleurs sur la symbolique du mur. Qu'est-ce qui se passe? C'est le 9 novembre 1989. Eh bien, c'est la fin d'un monde, et en tout cas, c'est la fin du monde de l'après-guerre, puisque c'est la chute du mur de Berlin. Où est-ce qu'il est, ce jour-là? Mon portable fait chute. Ah bah, je la garde celle-là, parce qu'elle est vraiment trop synchronique, comme on dit. Je trouve ça trop mignon. Allez, on y va, je repose. Ça fait partie de l'enregistrement. J'adore. Je repose. Allez, reste à ta place. Ne chute pas comme le mur de Berlin. Où est-ce qu'il est, notre ami Gabriel Attal, le 9 novembre? Je pense qu'il est dans les bras de sa maman, ou de son papa, en train de prendre son biberon, parce qu'il a priori 9 mois. C'est Mimi, hein, on trouve ça chouchou quand même, hein, notre petit poisson né un 16 mars 1989. Le jour où le monde change, bah, il a priori, je sais pas, 8, 9, 10 mois, hein, si je calcule bien. Bon, allez, revenons sur la symbolique de la chute. Ce que je trouve très fort, c'est qu'on revient sur cette notion de la fin d'un monde, sur ce fil d'or que je suis en train de vous donner, des messages pour essayer de comprendre quel inconscient agit sur nous pour ces futures élections. Et donc, où il est notre libre arbitre? Parce que tout l'intérêt, c'est le libre arbitre. Et s'il y a effectivement un axe du bien et un axe du mal, c'est d'être au service me concernant de l'axe du bien et d'essayer de déverrouiller les avatars, les parasites qui vont nous empêcher d'aller dans un choix éclairé et notamment de trouver un bon leader pour les prochaines décennies, voire le prochain leader. Notre ami Gabriel Attal, attendez, j'ai noté la date ou pas? Non, j'ai pas noté la date. Bon, c'était avant Mélenchon. C'était... ça m'agace de ne pas trouver la date. Ouais, vraiment, c'est vraiment de l'improvisation aujourd'hui, mais je mets tout, hein, je m'en fiche. Alors, notre ami Gabriel Attal fait sa candidature le 22. Donc, il y a un chiffre jumeau, ça c'est important parce que je vais en parler. Mais, donc on est très peu de temps après la nouvelle lune du mois de mai et on est entre la saison du taureau et du gémeaux. Donc on rentre vraiment dans une nouvelle ère. Hein, c'est vraiment hyper intéressant qu'il ait choisi cette date. Pour moi, pourquoi je voulais vous parler de la symbolique du mur? Parce qu'en fait, accrochez-vous, où est-ce qu'il fait sa candidature? Il fait sa candidature dans un village qui s'appelle Mur de Barret. C'est quand même dingue. J'ai pas arrêté de vous parler de cette notion de mur de Berlin, de 1989, de calcul que l'on peut faire. Et le gars, il choisit de faire sa candidature dans un village qui s'appelle Mur de Barret. Aveyron, c'est la symbolique du pendu, donc de quelque chose qui est l'ordre du sacrificiel, et c'est très intéressant de voir les placements vierges dans son thème. Et où est-ce qu'il fait? À Saint-Thomas. Et là, on va parler du jumeau. Là encore, je vais vous parler de choses qui sont intuitives. Quand je me connecte à Gabriel Attal pour comprendre ce qui est intéressant à partager pour vous et pour cette capsule sur la politique française, c'est simple, j'ai quelques dates qui tombent en fait dans mes oreilles. Donc la première date qui tombe, c'est 2019 quand il a en fait 30 ans. Et c'est l'année où il fait son coming out. Donc, et là, on me dit tout de suite, oui, c'est privé, mais c'est important parce que c'est une information. L'autre année qui est importante, qu'on me dit tout de suite, c'est 2022, il est ministre. Et là, je dis, mais attends, il est aussi au gouvernement, l'ami, moi je sais plus que... Et en fait, 2024, on me dit, il disparaît, il devient jumeau. Donc en fait, en 2024, il est a priori Premier ministre, il fait renaissance, il parle du
Si j'ai bien compris, je n'ai pas suivi, après, c'est pas très grave. En tout cas, ce que je vois, moi, c'est voir quelqu'un qui disparaît et qui se met au service d'un jumeau. La grosse question, c'est qui le jumeau ou le gémeau chez Gabriel Attal? En tout cas, ce que l'on peut voir dans son thème, c'est que c'est quelqu'un qui est visionnaire. Et tout de suite, vous allez faire un chemin, si vous connaissez un petit peu le paysage politique qui nous habite depuis quelques années, c'est qu'il est très jupitérien. Il est quand même très intuitif et clairvoyant, ça, il faut être très très clair. Il y a quelque chose de sacrificiel en lui, il y a aussi de la moralité chez lui. Par contre, là où on voit des choses qui s'activent, donc on voit quelque chose de très fort sur ses 30 ans, 33 ans, et on me dit, non, dis pas trop, arrête-toi là. Je veux quand même le dire, pour moi, il y a quelque chose de très fort sur ses 41, 49. Donc s'il est élu, parce que là, ça appartient quand même aux Français, eh ben, il aura a priori 49 ans quand il ne sera plus président, s'il est élu 2 fois. Et je vois 49 quand je vous dis ça. Parce qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe pour lui sur son thème, entre 41 et 49. Ça n'a peut-être rien à voir avec la politique, mais en tout cas, c'est posé. Allez, l'autre personnage qui est fascinant et finalement qui m'a un petit peu poussé à faire cette capsule, c'est vraiment cette anecdote improbable de il y a un lapin de métal français qui va annoncer sa candidature. Bon, boum, tu tapes sur internet, lapin de métal 251, 252. Je sens que c'est un Marocain. Je me dis, mais il n'y a que sur Luc Mélenchon. Bon, je tombe sur un autre ministre, un autre personnage avant quand même. Je sais que c'est pas là, un avocat. Et là, je fais, ouais, ça y est. Et effectivement, le lendemain, Jean-Luc Mélenchon est à Saint-Denis. Donc encore une symbolique très forte. Je vous invite à aller regarder qui est Saint-Denis. Et qui nous fait une annonce. Donc là, j'ai été regarder sur la 6e République écologiste et sociale. Et les mots sont très, très importants à comprendre sur le placement de cette nouvelle lune du 15 juin. Je vais vous inviter à taper sur Internet et aller regarder Thème astral de Jean-Luc Mélenchon et de regarder le thème astral de la nouvelle lune du 15 juin. Je ne vais pas vous le donner parce qu'il y a des moments où c'est aussi de la responsabilité des personnes d'aller chercher l'information et d'activer l'inconscient collectif. Vous avez la clé, si vous l'entendez, c'est que vous pouvez le faire. Juste observez. Observez leurs similitudes de manière graphique. Ne cherchez pas à interpréter. Il y a pour moi quelque chose de très important aujourd'hui qu'on oublie de dire quand on fait de l'analyse en astrologie, c'est d'apprendre à observer le graphisme, c'est d'apprendre à observer les symboles. Je viens de la com, je viens de la sémiologie, j'adore analyser les couleurs, les codes, les symboles, les signes, l'aspect, le design, l'image, qu'est-ce que ça renvoie? Eh bien, posez-vous la question. Et si je ne vous donne pas la clé, et je vous invite à le faire, c'est que tout simplement, la maison 10 détient une clé. Et c'est très important de comprendre que la maison 10, c'est notre inconscient collectif pour notre sphère publique. On vient de quitter Pluton en Capricorne. Non, on vient d'arriver dans Pluton en Capricorne. C'est drôle ce que je viens de dire. Il faut comprendre que les astres, ils fonctionnent toujours par 3 ou 4. C'est-à-dire que c'est des balais où 3 à 4 maisons travaillent ensemble. Là, en ce moment, on est sur une trinité. C'est-à-dire qu'en ce moment, Poisson, Verseau et Capricorne travaillent ensemble. On vient de sortir de Pluton en Poisson, on vient de rentrer de Pluton en Verseau, mais on a déjà Pluton en Capricorne qui est en train de donner des informations aux copains parce qu'il sait qu'il va prendre la relève en 2044. Donc il est déjà en train de parler. Parce qu'en fait, les astres, ils ont 20 ans d'avance sur nous, voire ils ont 100 à 200 ans d'avance sur nous. Et si on est à l'échelle de la planète Terre, elle a 2000 à 2200 ans d'avance sur nous. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment? On est soit dans l'ère du Verseau, soit dans l'ère du Poisson, soit dans l'ère du Capricorne. Mais on est déjà en lien entre ces 3 moments de vie. Maintenant, pourquoi c'est important d'en parler par rapport à la figure de Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon, en fait, en 2002, quand il est ministre de l'enseignement, il pense que la gauche va gagner. Je pense comme beaucoup de monde. Moi, je me souviens très bien. J'étais quand même jeune et j'étais persuadée que le Parti socialiste allait être au pouvoir. D'ailleurs, j'étais en Martinique le jour du 2e tour. J'étais pas très intéressée parce que j'étais persuadée qu'on allait avoir un Chirac, Jospin. Et moi, ce qui m'intéresse, si j'ai un seul parti politique, c'est celui de la Terre. Et je suis plutôt une écolo. Alors, pas politique ni politisée. Mais j'essayais toujours de voter pour le parti politique qui protège mieux la planète. Je me souviens, on était sur la plage et on était en Martinique, ils nous disaient il faut aller voter pour éviter que
pas que Le Pen passe, que Jospin soit éjecté, quoi. Bon, bah, moi, tout de suite, j'ai dit, ça sert à rien d'aller voter, j'ai envie d'aller boire mon daiquiri au rhum. Soyons centrés. À ce moment-là, si on revient sur Mélenchon, bah, il n'est plus ministre. Et il sait que c'est une grosse claque pour la France socialiste et pour le parti communiste. Donc il va se mettre en route, il va se mettre en chemin pour pouvoir représenter en fait la gauche au pouvoir. Et il va faire la surprise en 2012, pour les élections de 2012. 2012, qui devient président en 2012, bah, c'est encore une fin d'une ère pour moi. Parce qu'on vient d'avoir le président Sarkozy au pouvoir et on est dans un système de anti-Sarkozy. Beaucoup d'analystes politiques disent que si il y avait eu 3 semaines, 2 semaines de plus, probablement entre le premier et le deuxième tour, peut-être que Sarkozy aurait été élu au détriment de Hollande. N'empêche que ça prépare l'arrivée et la surprise Mélenchon pour 2012. Non, c'est cette là. Pour 2001, il y a une surprise. Je ne sais pas laquelle. C'est un totem. Allez, c'était une très belle manière d'introduire en fait l'axe surprenant dans le thème de Jean-Luc Mélenchon. C'est pareil, je vais vous inviter à aller le regarder parce que c'est des clés. Comme c'est quand même compliqué pour moi de parler de politique, je ne montre pas tout. L'axe de Uranus, qui est, si je me souviens bien, parce que moi j'ai le thème sous les yeux, j'ai le droit de vous le montrer par l'inconscient, c'est ça. Oui, l'axe de Uranus, oui c'est ça, je me suis bien, j'ai peur parfois, ça j'ai peur de me tromper, alors que je sais, mais oui, l'axe d'Uranus est bien en maison 10. Et qu'est-ce qu'il nous dit, l'axe d'Uranus en maison 10 façon cancer? L'inconscient collectif de Jean-Luc Mélenchon est capable de parler à nos racines et il est capable de surprendre nos racines avec un réveil tardif dans sa carrière politique. Alors la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire un réveil tardif dans une carrière? Le mec, il a 50 ans quand il commence à rentrer vraiment dans la politique et à devenir une figure. Aujourd'hui, nous sommes en 2026, il est né en 1952. Vous entendez l'âge. Est-ce qu'on n'est pas déjà sur un réveil trop tardif? Sachant que son thème parle quand même d'une capacité à occuper une place au gouvernement, mais pas forcément à être le leader. Je ne dis pas qu'il ne peut pas être président. Je dis que son Uranus a une très grande capacité à créer des surprises et à créer un retournement dans les racines, et notamment dans les racines de l'inconscient collectif. C'est pareil, si on regarde la nouvelle lune de cette saison, du mois de Gémeaux et qui nous pousse à vous partager cette connaissance, eh bien, il y a quelque chose qui est en train de se passer entre le Gémeaux et le Cancer, qui est l'ordre de la racine inconsciente. Je termine cette capsule par la racine inconsciente, qui est finalement le principal de cette capsule, de ce podcast. Donc, si vous êtes encore là, c'est que vous allez écouter la clé. Nous avons donc une nouvelle lune en ce moment. Si vous voulez écouter un petit peu ce qu'elle nous dit, je vous invite à écouter mon histoire en 3 personnages sur la nouvelle lune. Par contre, ce que je ne donne pas dans cette vidéo, je ne sais plus si je la donne dans la première vidéo, parce que la première vidéo, c'est de la canalisation brute, c'est qu'on a une clé forte sur le cancer pendant cette nouvelle lune. Et en fait, le cancer, en ce moment, pour la nouvelle lune, il est en maison 2, donc il est façon taureau. Il est en train de nous dire, je cherche à réincarner quelque chose de l'ordre de la racine, du karma familial, de la mémoire familiale. Je cherche à incarner quelque chose qui va me permettre de renouveler dans mon passé, mais d'avancer dans mon passé. Et je dis bien d'avancer dans mon passé. Qu'est-ce que ça veut dire avancer dans son passé? Avancer dans son passé, pour moi, c'est sa capacité à dire et à observer que l'on vit des cycles répétés. C'est une logique, c'est logique en fait d'avoir des répétitions dans sa vie, c'est normal d'avoir des répétitions dans sa vie. On a des cycles de répétition et pour l'incarner, c'est la spirale ou l'infini, l'abondance. Donc on répète des choses. Je veux dire, l'abondance c'est quand même fou, elle fait marche arrière, quoi. Elle revient en arrière, elle descend, elle remonte. La spirale, elle part d'un point et elle évolue sur le même point, mais elle revient sur le même point pour monter. Donc c'est normal d'avoir des cycles de répétition. Revenir sur son passé, c'est s'apercevoir que, par exemple, je vis une victoire, ok, une victoire publique. Je vais répéter cette victoire publique d'une autre manière pour voir un autre visage de la mémoire publique, etc., etc., etc. En ce moment,
une clé nous est donnée sur qu'est-ce qu'on veut vivre au niveau politique, racine politique, France. Ce qui est beau dans le message qu'on nous donne, c'est la conjonction qui a eu lieu le 9 juin entre Jupiter et Vénus. Elle était très très belle cette conjonction, elle était très apaisante. C'était vraiment une nouvelle ère pour voir nos relations amoureuses, pour voir nos relations d'amour, pour voir nos relations familiales. Et elle nous disait, je te redonne de l'abondance et de l'amour dans ton passé pour que tu puisses mieux vivre ton présent. Là, ce qui se passe en ce moment, dans la clé de ces deux candidats, il y en aura d'autres, et je pense qu'il y aura d'autres moments importants pour l'annonce. C'est pas parce que je vous dis que c'est un bon moment pour les annonces en ce moment qu'il n'y en aura pas un en juillet, notamment quand on saura à peu près le sort de Madame Le Pen. Ce qui est important de dire, c'est ce qui peut potentiellement se jouer chez ces candidats, c'est leur capacité à créer des liens avec nos racines. Donc pour conclure, je vais continuer de vous donner des devoirs et je vais vous inviter à aller regarder le placement en cancer de nos monsieur Jean-Luc Mélenchon et nos monsieur Gabriel Attal. Je vais aussi vous inviter à aller regarder leur placement en Vénus. Et ça va être une manière aussi de comprendre comment ces deux personnages envisagent la relation à notre inconscient collectif et surtout à votre inconscient collectif et à votre inconscient individuel, c'est-à-dire à la fois votre part qui est reliée au collectif et à la fois la part de ce que vous avez conscientisé en tant qu'être conscient, en tant qu'être apprenant, par rapport à votre manière d'envisager les relations avec votre famille, les relations avec vos amoureux, les amoureux de la vie, toutes les personnes que l'on peut aimer, les êtres vivants que l'on peut aimer dans notre vie, et de placer la clé en ce moment, il y a un inconscient qui demande une nouvelle manière de relationner dans le politique. Promis, je termine sur ça. Pour moi, ce que je vois, et j'ignore beaucoup, j'espère que ça aura lieu en France, mais j'en doute vraiment beaucoup, j'espère, je prie. J'ai pas fini de faire la vidéo sur l'éclipse, et je savais que ça allait être long à faire, parce que je trouve ça difficile de poser autant d'énergie sur 2 ans de vie avec cette notion de c'est quoi le libre arbitre et c'est quoi le collectif, et c'est important aussi de laisser pas le libre arbitre. Néanmoins, ce qui est très fort sur cette période des deux éclipses, donc 2026-2028, parce qu'elles ont une influence très forte sur ces 2 années-là, même si elles ont lieu en 2026 et 2027, écoutez mon introduction, c'est qu'on voit un leadership féminin s'imposer. Je viens de vous parler de 2 hommes, pas de femmes pour l'instant, peut-être Madame Le Pen, peut-être une autre femme, en tous les cas, une figure féminine qui incarne une nouvelle manière de voir la famille, nous tend la lumière. Voilà, je termine mon message. J'espère que ça vous aura plu. Comme vous avez aimé ma manière de couper et que moi, ça me permet d'être plus, je crois, direct, j'espère. Surtout, si ça vous parle, voilà, n'hésitez pas à partager. Je conclue en disant que tout ce que je partage est aucunement politique. C'est pas que j'en ai rien à cirer de savoir qui va gagner entre les deux. C'est un moment important pour la trajectoire d'un pays comme la France. J'ai aucune opinion politique, ni sur l'un, ni sur l'autre. Voilà, c'est en ça que je m'en fous. C'est vraiment important de dire que je n'ai... Enfin, voilà, en fait, je suis une citoyenne engagée pour la Terre. Et s'il y avait un candidat aux élections présidentielles qui s'appelle la Terre, je vote pour lui les yeux fermés. Parce que pour moi, c'est le seul ordre politique qui devrait nous guider. Sur ce, parlons peu, parlons bien. Donc, dans vos commentaires, vous pouvez me parler de politique. J'aurais du mal à vous répondre parce qu'en fait, je suis apolitique d'une certaine manière. Je suis une citoyenne du monde, comme disait notre ami Socrate, et c'est d'ailleurs lui qui est là dans les énergies de cette nouvelle lune. C'est nullement prédictif. C'est nullement une manière de dire on va avoir Gabriel Attal et Jean-Luc Mélenchon au 2e tour en 2027. J'en ai aucune idée. C'est pas mon objectif non plus. Le seul objectif, c'est de dire pourquoi ces 2 personnages ont présenté leur candidature pendant cette période en ce moment et qu'est-ce que ça nous donne comme information sur un inconscient qui se joue et notamment sur notre
libre arbitre, c'est-à-dire notre capacité à choisir et à décrypter les messages, notamment médiatiques, politiques, de la sphère publique, pour mieux travailler en nous aussi. Mais pas que en nous seuls. Hein. Là encore, si vous me découvrez, le développement personnel, pour moi, c'est une ineptie, c'est une illusion. Passer son temps à se regarder la cuillère, le nombril et la fourchette, si c'est pour oublier le collectif, oublier la communauté. Voilà. Le développement personnel a une seule fonction, c'est de réparer ses blessures, dépasser ses traumas, apprendre à pardonner, dire ce qui est acceptable, pas acceptable, mettre ses valeurs pour aller vers le service au collectif. Et c'est nullement être tourné vers soi, vers son ego, vers son égoïsme. Donc de plus en plus, j'aurais envie qu'on parle. Je dis souvent, j'ai fait du développement durable en tant qu'experte, je suis experte en communication sur l'eau, développement personnel en tant que chaman médium. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle d'une notion de un développement solidaire, un développement collectif, un développement communautaire, pour qu'on reprenne finalement le lien. Voilà. S'il y a un truc qui est important à comprendre, c'est que le politique, quel qu'il soit, et peu importe qui en parle, peut utiliser nos divisions pour mieux régner. Et les médias sont bien sûr au service de cette forme de manipulation des foules, ou d'information des foules, ou de désinformation des foules, peu importe. Là où il y a séparation, il y a illusion. L'objectif de comprendre les clés de ce qui se passe sur la sphère publique, sphère politique, et qui a une influence sur qui on est en tant que citoyen et participant à cette cité, cette communauté politique, c'est de participer à une conscience et de mettre des limites sur ce qui est justement dans l'inconscient, de l'ordre de l'intolérable, de l'ordre du réparable, de l'ordre de la mise en justice, mais aussi de l'ordre de la joie, le lien, la paix, l'amour. Allez, votons pour celui qui promet le plus d'amour. Sur ce, aux armes citoyens, prenez bien soin de vous. Nana.